Antoine Dabadi, donc le commanditaire d'Abadia, ici à Hendaye, a une double nationalité. Il est irlandais par sa maman et d'ailleurs il est né en Irlande, à Dublin, en 1810. Et il est basque par son papa, originaire donc d'un petit village dans la province voisine, en Soule, qui s'appelle Arast. Pour choisir le meilleur emplacement de son futur domaine, il s'associe avec un architecte paysagiste qui s'appelle Eugène Buller. Et c'est Eugène Buller qui va lui proposer ici ce site, cette campagne d'Aragorie, qui va non seulement évoquer l'Irlande natale, être en terre basque, et en même temps offrir les contraintes du scientifique Antoine Dabadi, qui a besoin d'être sur un promontoire, qui a besoin de pouvoir avoir une vue à 360 degrés pour ses observations astronomiques, mais aussi avec un espace suffisamment isolé pour répondre à ses recherches en géophysique du globe, en microsismique, en magnétisme. Donc pendant de nombreuses années, à peu près de 1835 à 1880, Antoine Dabadi va constituer ici sur la corniche basque et sur la commune d'Urugne et de Hendaye un domaine qui va compter 430 hectares à la fin de sa vie. La première construction que Antoine Dabadi décide d'inscrire donc sur le promontoire à Hendaye, c'est un observatoire. Et donc il va demander à un architecte, Clément Parent, en 1855, d'édifier un observatoire. Aujourd'hui de cet observatoire, il ne reste plus rien. Et c'est en 1864, avec un illustre architecte, le fameux Eugène Viollet-le-Duc, accompagné d'un excellent de ses élèves, Edmond Dutoit, que le projet Abadia va être lancé, donc 1864, et qui sera achevé en 1875. Forcément, pour s'engager dans un projet aussi ambitieux, il faut beaucoup d'argent. C'est une famille richement dotée par sa maman. Elizabeth Thompson of Parkes est une riche héritière irlandaise et son père va accepter de donner donc la main de cette fille unique, riche héritière, à Michel Dabadi, le papa de Antoine Dabadi, qui lui, entre-temps, a amassé une fortune bien conséquente dans des actions de commerce entre l'Espagne et l'Angleterre et l'Irlande. Et donc, Antoine, avec 4 de ses frères et sœurs, vont naître à Dublin, en Irlande, dans une famille très aisée. Donc Antoine et Virginie se marient, malheureusement un petit peu sur le tard. Est-ce que c'est pour cette raison? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Toujours est-il qu'ils ne pourront pas avoir d'enfants. Donc c'est un drame parce qu'évidemment, pour eux, fervents catholiques, se marier, c'est fonder une famille. Et c'est pour cette raison que, afin qu'on soit quand même dans la continuité de leur vie, de leur œuvre, surtout la vie et l'œuvre d'Antoine, eh bien Antoine décidera donc de léguer Abadia en 1895, donc de leur vivant, à l'Académie des sciences, de façon à ce que ces travaux scientifiques se perpétuent. Il faut évoquer Antoine Dabadi, l'enfant, qui se révèle dès son plus jeune âge un curieux, mais un curieux insatiable. Et en plus d'être curieux, c'est un grand lecteur. Et il dévore donc des ouvrages, et notamment les aventures d'un autre explorateur avant lui, un monsieur qui s'appelle James Bruce, qui était parti en Afrique à la recherche des sources du Nil. Et effectivement, une fois ses études réalisées, il part en 1836, donc en Éthiopie. Donc c'est une aventure, une exploration qui va durer 12 ans. Il en profitera pour apprendre de nombreux dialectes, pour apprendre la langue quotidienne des Éthiopiens, donc l'amharique. Il va également en dresser la cartographie, c'est un topographe, un géographe accompli. Et vraiment, il choisit de rendre hommage à ce pays, de l'honorer dans toute sa richesse, dans toute son excellence. Ici, dans le vestibule, dans ce lieu des peintures éthiopiennes, il faut évoquer un personnage central,
et à plus d'un titre Abdullah. Abdullah, c'est ce jeune esclave éthiopien qui a été confié à Antoine Dabadi pendant son séjour éthiopien, qui ici éclaire, telle une statue de la liberté, les peintures qui évoquent, qui rendent hommage à son pays. Mais Antoine est un abolitionniste, il est contre l'esclavage. Lorsqu'il quitte l'Éthiopie, bien sûr, il affranchit Abdullah, il l'invite à vivre sa liberté, mais le jeune garçon en décide tout autrement et il choisit de suivre Antoine dans son pays, donc à l'étranger, en France. Simplement, comme il est issu d'une tribu guerrière, la vie à Paris ou au château d'Odox sur les bords du Gave, ça va l'ennuyer assez vite, et donc il décidera de s'engager dans les troupes de l'empereur Napoléon III. Et de retour à Paris, il va vivre un destin tragique puisque aimant guerroyer, il se retrouve dans les événements de la Commune en plein Paris, et là malheureusement il est fait prisonnier par les Versaillais, il sera fusillé, et donc il ne connaîtra jamais l'hommage qu'ont décidé de lui rendre Antoine et Virginie ici à Abadia. Quand on est un grand lecteur, un passionné de littérature, philologue, linguiste comme Antoine, eh bien, quand on décide de construire sa maison, on va forcément organiser les pièces en fonction. Et pour Antoine, il était évident que la bibliothèque allait devoir être très vaste et en grosse capacité d'accueillir de nombreux ouvrages, tous domaines confondus. Ce qui est sûr, c'est que de son vivant, il a réuni une collection de plus de 10 000 ouvrages. Plusieurs fonds majeurs ont été identifiés, notamment le fonds éthiopien. Et ce fonds aujourd'hui, donc extrêmement rare, a été donc identifié et mis à l'abri et dans de très bonnes conditions de conservation à la Bibliothèque nationale de France. Et un deuxième fonds, le fonds basque, de plus de 900 ouvrages, a subi exactement le même objectif, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale de France, donc là où ils sont parfaitement protégés. Aujourd'hui, on garde dans la partie supérieure de la bibliothèque une partie du fonds privé de Antoine, plus anecdotique, ce sont des romans, ce sont des ouvrages, des études, et sur la partie inférieure, c'est plutôt des publications scientifiques qui marquent les nombreux échanges que l'Observatoire et l'activité scientifique va réaliser au fil du temps et même jusqu'en 1975, donc date de l'arrêt des travaux scientifiques avec la Méridienne. Alors Antoine Dabadi parlait de nombreuses langues. Donc déjà, quand on est un petit Français basque et qu'on est en Irlande et qu'on a des parents très attachés à leurs racines, eh bien, on peut imaginer que la transmission va se faire dès la plus jeune enfance. Lorsque Antoine arrive à l'âge de 10 ans à Toulouse, en France, il parle bien sûr le gaélique, il parle l'anglais, il parle le français, il parle le basque et bien sûr le latin, et sûrement déjà avec de bonnes notions de grec. Certes, c'est un scientifique aujourd'hui, c'est ce que l'on dit souvent, mais avant tout c'est un savant, et un savant à la mode du 19e siècle. Et donc il est aussi linguistique, il aime les langues, il aime les livres, et il va à la fin de sa vie pouvoir parler, écrire 14 langues ou dialectes.